Le mariage était un chef-d'œuvre de cynisme politique, une comédie de la réconciliation jouée sur le bord d'un volcan. Un prince protestant pouvait-il réellement épouser une princesse catholique et effacer ainsi des décennies de haine, de massacres et de guerres civiles? L'anomalie était là, sous les yeux de tous. Des milliers de nobles huguenots, durs à cuire, méfiants, leurs mains plus habituées à la garde de l'épée qu'aux courtoisies de la cour, campaient dans un Paris qui les exécrait. La ville elle-même était une poudrière. Ses murs transpiraient une ferveur catholique si intense qu'elle en devenait suffocante, une foi agressive et populaire nourrie par des prédicateurs apocalyptiques qui voyaient dans chaque protestant un démon à exterminer. Chaque ruelle était un piège potentiel. Chaque regard, un jugement. La question n'était pas de savoir si le sang allait couler, mais quand et qui donnerait le premier coup. Dans les salons dorés du Louvre, Catherine de Médicis, la reine-mère, observait ses créations avec un calme arachnéen. Ce mariage était son triomphe, le fragile rempart qu'elle avait érigé contre la guerre totale. Mais la paix est une affaire bien plus coûteuse que la guerre, et chaque sourire échangé entre les anciens ennemis semblait dissimuler le grincement d'une dague que l'on sort de son fourreau. Le roi, Charles IX, son fils, était un jeune homme tourmenté, un roi faible, oscillant entre une admiration quasi filiale pour le chef des protestants, l'amiral Gaspard de Coligny, et une peur panique de sa propre mère. Il voulait la paix, mais il était le roi d'un royaume qui ne vivait que par et pour la guerre. L'amiral de Coligny, lui, se sentait en position de force. Auréolé de son prestige militaire, il était devenu le principal conseiller du roi, poussant la France vers une guerre contre l'Espagne catholique en Flandre. Ce projet était une hérésie pour le parti catholique radical mené par la puissante famille de Guise, qui voyait en Coligny l'assassin de leur patriarche et l'incarnation de l'Antéchrist. Ils attendaient leur heure, leur vengeance. Chaque banquet, chaque bal, chaque joute organisée pour célébrer l'union d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois était une scène de théâtre macabre. Les protestants, sûrs de la protection royale, paradaient dans leurs plus beaux atours, tandis que les catholiques parisiens les observaient avec un mépris glacial, comptant les jours, les heures. L'or coulait à flots, non seulement pour les festivités, mais aussi pour payer les mercenaires suisses qui campaient aux abords de la ville, officiellement pour protéger la cour, officieusement pour servir de force de frappe si la situation dégénérait. Dans les tavernes enfumées, on ne parlait que de ça. Les prêcheurs hurlaient, du haut de leur chair, que Dieu était offensé par cette union sacrilège, que le sol de Paris était souillé par la présence des hérétiques. Ils appelaient à un nettoyage par le sang, à une purification divine. À Paris, cet été-là, la paix avait l'odeur du soufre. On pouvait presque sentir la tension crépiter dans l'air lourd d'août, un pressentiment de catastrophe imminente que même le vin le plus capiteux ne parvenait pas à dissiper. La cour dansait, mais la ville aiguisait ses couteaux. Les semaines précédant le mariage furent un ballet d'intrigues d'une complexité vertigineuse. L'ambassadeur d'Espagne, expert en eau trouble, rapportait à son maître Philippe II chaque détail, chaque rumeur, jetant de l'huile sur le feu, promettant un soutien financier aux Guises s'ils osaient frapper. Catherine de Médicis, elle, jouait un jeu multiple et mortel. Voulait-elle sincèrement la paix, ou ce mariage n'était-il qu'un piège colossal destiné à attirer toute la noblesse protestante à Paris pour l'anéantir en un seul coup? Les historiens débattent encore, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Rassembler tous ses ennemis en un seul lieu, désarmés et confiants, est une stratégie qui dépasse la simple recherche de concorde. C'est soit le sommet de la naïveté, soit celui de la préméditation. Et Catherine n'a jamais été naïve. Elle voyait l'influence grandissante de Coligny sur son fils et l'apercevait comme une menace mortelle pour son propre pouvoir. L'amiral, avec son rêve de guerre anti-espagnole, risquait de plonger la France dans un conflit européen qui la détruirait. Pour Catherine, dont le seul but était la survie de la dynastie des Valois et de l'autorité royale, Coligny devait être neutralisé. Mais comment ? Un assassinat public risquait de déclencher immédiatement la guerre civile qu'elle cherchait à éviter. Une arrestation était impensable, le roi le protégeait. Il fallait donc une solution plus subtile, plus italienne. Une solution qui résoudrait le problème sans en laisser la paternité évidente. La tension monta d'un cran lorsque les discussions sur la guerre en Flandre devinrent plus concrètes.
Coligny, avec l'assurance d'un vieux soldat, présentait ses plans au Conseil royal, balayant les objections d'un revers de main. Il avait le soutien du roi, que pouvait-il craindre? Il sous-estimait la détermination de la reine-mère et la haine viscérale que lui vouaient les Guises. Le jeune duc Henri de Guise, fils du grand François de Guise assassiné des années plus tôt, ne vivait que pour venger son père. Il tenait Coligny pour responsable, malgré les dénégations de l'amiral. Pour lui, la présence de Coligny à Paris, au cœur du pouvoir, était une insulte permanente. Il tenait ses hommes prêts, des spadassins, des tueurs à gages, attendant un signe, un ordre, une opportunité. Et cette opportunité allait bientôt se présenter, non pas dans le chaos d'une bataille, mais dans le calme trompeur d'une rue parisienne, au sortir du Louvre. Les préparatifs du mariage avançaient, masquant les préparatifs d'un autre événement bien plus sombre. Les tentures de soie, les festins, la musique, tout cela n'était qu'un décor. En coulisses, les alliances se nouaient et se défaisaient. Les messagers secrets se croisaient dans les couloirs sombres du palais, porteurs de promesses et de menaces. Chaque parole était à double sens, chaque geste calculé. C'était un jeu d'échecs mortel où les pions étaient des ducs, des princes, des amiraux, et où l'enjeu n'était rien de moins que le contrôle du royaume de France. La question fondamentale reste posée: Catherine de Médicis était-elle une stratège machiavélique qui a tout planifié, ou une politicienne dépassée par les événements qui a tenté une manœuvre désespérée qui a horriblement mal tourné? Était-ce un acte de pragmatisme brutal ou de pure monstruosité? Laissez votre avis dans les commentaires, votre jugement sur cette reine des ombres nous intéresse. Gaspard de Coligny, amiral de France, chef du parti protestant, était un homme qui ne connaissait pas la peur. Le matin du 22 août 1572, 4 jours seulement après les noces, il quitta le Louvre après une séance du Conseil royal. Il marchait lentement, lisant un placet, entouré d'une douzaine de gentilshommes. Il était l'homme le plus puissant du royaume après le roi, peut-être même plus puissant que le roi. Il se sentait intouchable. C'est précisément à ce moment que l'histoire bascula. Un coup d'arquebuse déchira le silence de la rue des Poulies. La balle arracha un doigt de la main droite de l'amiral et lui fracassa le bras gauche. Il tituba, mais ne tomba pas, montrant à tous sa blessure en désignant la fenêtre d'où le tir était parti. Voilà par où est devenu le coup. La confusion fut totale. Ces gentilshommes se précipitèrent, certains pour le secourir, d'autres vers la maison d'où le coup avait été tiré. Ils défoncèrent la porte, mais il était trop tard. La pièce était vide, l'arquebuse encore fumante, abandonnée sur une table. Le tireur, un certain Maurevel, un tueur à la solde des Guises, surnommé le tueur du roi, s'était déjà enfui par les toits où un cheval l'attendait. La chasse à l'homme commença immédiatement dans les rues de Paris, mais le coupable était déjà loin. La nouvelle de l'attentat se répandit dans Paris comme une traînée de poudre. En quelques minutes, des centaines de nobles huguenots en armes convergèrent vers la demeure de l'amiral rue de Béthisy. Leurs visages étaient sombres, leurs mains sur la poignée de leurs épées. Ils criaient de vengeance. La paix fragile venait de voler en éclats. Qui avait osé? Les soupçons se portèrent immédiatement sur la maison de Guise. Henri de Guise était le suspect idéal. Il avait le mobile, la haine et les moyens. Mais derrière lui, beaucoup voyaient une main plus puissante et plus discrète, celle de Catherine de Médicis, ou peut-être celle du roi d'Espagne, Philippe II, qui avait tout intérêt à éliminer l'homme qui voulait lui déclarer la guerre. Le roi Charles IX, apprenant la nouvelle, entra dans une fureur noire. « N'aurai-je donc jamais de repos ?» hurla-t-il. Il se rendit au chevet de Coligny, accompagné de sa mère, et jura solennellement de trouver et de châtier les coupables. « Mon père, la blessure est pour vous, la douleur est pour moi », lui dit-il avec une sincérité qui semblait réelle. Il ordonna l'ouverture d'une enquête, mais ce faisant, il se plaçait dans une position intenable. Car l'enquête, si elle était menée sérieusement, risquait de remonter jusqu'à sa propre famille, jusqu'à sa propre mère. La machine infernale était lancée. Dans le camp protestant, l'indignation était à son comble. Les plus jeunes chefs, comme Téligny, le gendre de Coligny, voulaient encore croire à la justice du roi. Mais les plus expérimentés, les vétérans des guerres de religion, sentèrent le piège. Ils supplièrent de Coligny de quitter Paris immédiatement, de se mettre à l'abri avec tous les gentilshommes. « Si vous restez, vous périrez, et nous tous avec vous », lui dirent-ils.
Mais l'amiral, affaibli par sa blessure et aveuglé par sa confiance dans le roi, refusa. Il croyait en la parole de Charles IX. Ce fut son erreur fatale. Pendant ce temps, au Louvre, l'atmosphère était électrique. Le parti catholique mené par Catherine et le duc d'Anjou, le futur Henri III, voyait la situation lui échapper. Les Huguenots, furieux, menaçaient de se faire justice eux-mêmes. Des rumeurs couraient sur un complot protestant visant à enlever le roi et à tuer les Guises. La paranoïa atteignait son paroxysme. C'est dans ce climat de peur et de panique que l'idée d'une frappe préventive germa. Si les protestants voulèrent la guerre, il fallait les frapper les premiers, et les frapper fort. Il ne s'agissait plus seulement d'éliminer Coligny, mais tous les chefs militaires huguenots présents à Paris. L'idée était de décapiter le mouvement en une seule nuit, de le priver de tous ses commandants. Le samedi 23 août, la journée fut une succession de conseils secrets et de réunions fébriles au palais des Tuileries. Catherine de Médicis, le duc d'Anjou, le maréchal de Tavannes, le duc de Nevers, le chancelier de Birague. Le cabinet de crise était réuni. Ils présentèrent au roi un tableau apocalyptique. Un complot huguenot sur le point d'éclater, le roi et sa famille menacés, le royaume au bord du chaos. Ils mirent Charles IX devant un choix terrible. Soit il autorisait l'élimination des chefs protestants, soit il serait lui-même renversé et peut-être tué. Le jeune roi, psychologiquement fragile, résista pendant des heures. Il ne voulait pas de ce bain de sang. Il ne voulait pas trahir la parole donnée à Coligny, mais la pression était trop forte. Sa mère, ses conseillers, tous le poussaient dans la même direction. Ils jouèrent sur sa peur, sur son sentiment d'insécurité, sur sa paranoïa. Finalement, à bout de nerfs, il céda. Dans un accès de rage, il aurait crié la phrase terrible qui scella le sort de milliers d'hommes. « Eh bien, soit qu'on les tue, mais qu'on les tue tous, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » L'ordre était donné. Le plan, qui était au départ une opération chirurgicale, venait de se transformer en un projet de massacre de masse. La décision était prise. Il ne manquait plus que le signal, un signal qui devait s'élever au-dessus des toits de Paris et déchaîner les enfers. Le signal serait donné par la cloche de l'église qui jouxtait le Louvre, l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Le clocher de Saint-Germain-l'Auxerrois se dressait dans la nuit parisienne, silhouette sombre et silencieuse face au Louvre illuminé. Pendant des heures, un calme étrange, presque surnaturel, s'était abattu sur la ville. C'était le silence qui précède l'orage, le calme plat avant le déferlement du raz-de-marée. Les portes de la ville avaient été fermées sur ordre du roi. Les chaînes avaient été tendues en travers des rues. La milice bourgeoise avait été mobilisée, chaque homme recevant l'ordre de se tenir prêt, de porter un brassard blanc pour se reconnaître et une croix blanche à son chapeau. Le plan était d'une précision militaire. Des unités d'élite menées par les plus grands seigneurs catholiques s'étaient en vue assigner des cibles précises, les résidences des principaux chefs huguenots. Henri de Guise se réservait personnellement la pièce maîtresse, la maison de l'amiral de Coligny. D'autres devaient s'occuper du comte de la Rochefoucauld, de Téligny, de tous ceux qui constituaient l'état-major de l'armée protestante. Le plus grand piège, cependant, était le Louvre lui-même. Des dizaines de nobles protestants logés dans le palais en tant qu'invités du roi pour le mariage dormaient paisiblement, protégés, croyaient-ils, par l'hospitalité royale. Ils allaient être les premières victimes. L'heure fatidique approchait, entre 2 et 3 heures du matin, le 24 août, jour de la Saint-Barthélemy. Soudain, la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois se mit à sonner à toute volée. Ce n'était pas l'appel habituel à la prière, c'était le tocsin, le son rauque et rapide qui alerte du danger, de l'incendie, de l'attaque. Mais cette nuit-là, il n'alertait pas d'un danger, il le déchaînait. À ce signal, toutes les cloches de Paris répondirent, créant un vacarme assourdissant et sinistre. La nuit, des longs couteaux pouvaient commencer. Le duc Henri de Guise, accompagné de 300 hommes, se précipita vers la rue de Béthisy. Ils enfoncèrent la porte de la demeure de Coligny. L'amiral, réveillé en sursaut, comprit immédiatement. Il se tourna vers son pasteur et lui dit calmement « Il y a longtemps que je me suis préparé à la mort. » Il n'opposa aucune résistance. Un homme de main de Guise, un certain Besme, entra dans sa chambre. « Es-tu Coligny » demanda-t-il. « Je le suis » répondit le vieil homme.
Besme lui plongea son épée dans le ventre, puis le frappa au visage. Les autres se jetèrent sur lui et l'achevèrent. Du bas de la cour, Guise cria « Besme, as-tu fini ?»« C'est fait, » répondit le tueur. « Monsieur le chevalier le veut voir, jetez-le par la fenêtre. » Le corps de l'amiral, encore chaud, fut défenestré et s'écrasa sur les pavés aux pieds d'Henri de Guise, qui l'essuya d'un coup de pied pour mieux voir son visage. La vengeance était accomplie. Simultanément, le massacre commençait à l'intérieur même du Louvre, transformant le palais royal en une souricière sanglante. Les gardes suisses et les gardes françaises, qui quelques jours plus tôt rendèrent les honneurs aux invités huguenots, se transformèrent en leurs bourreaux. Guidés par des listes, ils allèrent de chambre en chambre, tirant les nobles protestants de leurs lits pour les massacrer dans les couloirs. Le comte de la Rochefoucauld, grand ami du roi Charles IX, avec qui il avait encore joué et ri quelques heures plus tôt, fut tué sans pitié. Téligny, le gendre de Coligny, tenta de s'enfuir par les toits, mais fut abattu par des arquebusiers. C'était une chasse à l'homme systématique, froide, organisée, la règle sacrée de l'hospitalité, la plus ancienne loi non écrite de la civilisation, était foulée aux pieds. Le roi, en faisant tuer ses propres invités sous son propre toit, commettait un acte d'une perfidie inouïe, un crime qui allait durablement entacher l'honneur de la monarchie française. Les jeunes mariés eux-mêmes, Henri de Navarre et Marguerite de Valois, furent touchés de près. Henri, logé au Louvre, ne dut sa vie qu'à la protection de sa femme qui le cacha dans ses appartements et à sa prompte promesse de se convertir au catholicisme. Il vit ses compagnons les plus proches être arrachés de sa chambre et égorgés sous ses yeux. C'était une leçon de terreur, conçue pour briser sa volonté et celle de tous les survivants. À Paris, cette nuit-là, il était plus facile de trouver un meurtrier qu'un homme qui n'avait pas peur de devenir une victime. Le sang des chefs avait coulé, mais le tocsin continuait de sonner, appelant non plus seulement les soldats, mais toute la ville au carnage. L'opération chirurgicale, l'élimination ciblée de l'élite huguenote, dégénéra en moins d'une heure en une orgie de violence populaire totalement incontrôlable. Le son du tocsin, le spectacle du corps de Coligny traîné dans les rues et les cris des premières victimes agirent comme un signal pour la populace parisienne. La milice bourgeoise déjà préparée sortit en armes, mais elle fut rapidement rejointe par des milliers de citoyens ordinaires. Artisans, bateliers, boutiquiers, mendiants, tous animés par une haine religieuse fanatique, attisée depuis des années par les prêcheurs et par des motifs bien plus vils comme la jalousie, la cupidité ou le règlement de vieilles querelles. La ville entière se transforma en un tribunal et un abattoir à ciel ouvert. Les maisons des protestants, dont les portes avaient été marquées d'une croix blanche dans les jours précédents, furent prises d'assaut. Les scènes qui suivirent défient l'imagination. On sortait les gens de leur lit, on les tuait sur le pas de leur porte, sous les yeux de leur famille. On ne faisait aucune distinction d'âge ou de sexe. Des femmes furent éventrées, des enfants massacrés, des vieillards achevés. Le voisin tuait son voisin, le débiteur son créancier, le rival son concurrent, le tout au nom de la vraie foi. Pourriez-vous trahir votre voisin au nom de la foi ou d'un ordre ? Le massacre se propagea de quartier en quartier avec la rapidité d'un incendie. Les rues devinrent des rivières de sang. Les cadavres s'entassaient sur les trottoirs, nus et mutilés, dans des postures grotesques. On les jetait dans la Seine par centaines, au point que le fleuve, disaient les témoins, charriait plus de sang que d'eau, et que les corps s'amoncelaient contre les piles des ponts, bloquant le courant. Le pillage était généralisé. Les maisons des riches marchands huguenots furent vidées de leurs biens. On s'emparait de tout, argent, bijoux, meubles, vêtements. La fureur meurtrière se doublait d'une frénésie de destruction. Des bibliothèques furent brûlées, des ateliers saccagés. La violence n'était plus seulement religieuse ou politique, elle était devenue sociale, une explosion de ressentiment des pauvres contre les riches, des catholiques zélés contre ceux qu'ils jugeaient trop tièdes. Le pouvoir royal, qui avait allumé la mèche, avait totalement perdu le contrôle de l'incendie. Les ordres de Charles IX, qui tentera plus tard de calmer la tuerie, furent complètement ignorés. La bête était lâchée et personne ne pouvait plus la retenir. Les gardes du roi eux-mêmes participaient au carnage et au pillage. Paris était tombé dans un état de pure anarchie.
un carnaval sanglant où toutes les lois divines et humaines étaient abolies. Cette explosion de violence populaire n'était pas entièrement spontanée. Elle était le fruit d'une longue préparation psychologique. Depuis des années, le clergé catholique le plus extrémiste dépeignait les huguenots non pas comme des chrétiens ayant une autre interprétation de la foi, mais comme des agents de Satan, des monstres, des sous-hommes qu'il était non seulement permis, mais pieux d'exterminer. Cette déshumanisation de l'ennemi est la condition sine qua non de tous les massacres de masse. Quand on ne voit plus dans l'autre un être humain, mais une vermine ou une infection, alors le meurtre devient une simple mesure d'hygiène publique. La nuit de la Saint-Barthélemy fut l'application la plus terrible de ce principe. Les témoignages de survivants glaçant le sang. Ils parlent de bourreaux qui tuaient en riant, qui organisaient des parodies de procès avant d'exécuter leurs victimes, qui se vantaient du nombre de papillons qu'ils avaient envoyés en enfer. Cette nuit-là, la haine était devenue le seul bien commun partagé par tous les Parisiens. Il y eut cependant des lueurs d'humanité dans cette nuit de barbarie. Des catholiques modérés, au péril de leur vie, cachèrent leurs voisins ou amis protestants. Des magistrats, des prêtres, de simples citoyens refusèrent de participer à la boucherie, ouvrant leurs portes aux fugitifs. Mais ils étaient une infime minorité. La grande majorité se laissa emporter par la folie collective, soit en y participant activement, soit en se terrant chez elle par peur ou par indifférence. Qu'est-ce qui est le plus effrayant ? L'ordre d'un tyran ou le consentement silencieux de la foule ? Le carnage dura 3 jours et 3 nuits à Paris, et ne cessa que lorsque les assassins eux-mêmes furent épuisés et qu'il n'y eut plus personne à tuer. Le bilan est impossible à établir avec certitude. Les estimations vont de 3 000 à 10 000 morts rien que dans la capitale. La ville était un charnier. L'odeur des cadavres en décomposition était insoutenable. Il fallut des semaines pour nettoyer les rues et retirer les corps de la Seine. Mais les cicatrices psychologiques, elles, ne se refermeraient jamais. Le massacre avait révélé la face la plus sombre de la nature humaine, la facilité avec laquelle le vernis de la civilisation peut craquer et laisser place à la barbarie la plus primitive. Il avait montré qu'un peuple pouvait, en quelques heures, se transformer en une meute hurlante. La question qui se pose est la suivante. Qui porte la plus grande responsabilité dans cette horreur ? Le pouvoir royal qui a donné l'ordre ou la foule qui l'a exécuté avec une telle ferveur ? En d'autres termes, qui est le plus coupable ? Le leader qui allume le feu ou la foule qui danse autour des flammes ? Exprimez votre choix dans les commentaires. Votre réponse nous aidera à comprendre les mécanismes de la folie collective. Au cœur de cette tempête de sang, au Louvre, se trouvait le roi Charles IX. Quel fut son rôle exact ? Fut-il un manipulateur cynique ou une marionnette dépassée ? Les témoignages sur son état psychologique pendant le massacre sont contradictoires et terrifiants. Après avoir donné son consentement forcé, il semble être tombé dans un état second, un mélange de panique, d'excitation morbide et de remords. Sa mère, Catherine, et ses conseillers durent constamment le rassurer, lui répétant que c'était pour le bien de l'État, que les Huguenots l'auraient tué s'il n'avait pas agi le premier. Il était prisonnier de sa propre décision, contraint d'assumer un crime qu'il n'avait peut-être pas désiré dans toute son ampleur, mais qu'il avait rendu possible. L'image la plus célèbre et la plus controversée de cette folie royale est celle du roi tirant lui-même à l'arquebuse sur les protestants qui tentèrent de fuir de l'autre côté de la Seine. Cette scène, rapportée par plusieurs chroniqueurs, est devenue le symbole du roi tyran, prenant un plaisir sadique à tuer ses propres sujets. Est-ce une légende noire forgée par la propagande protestante ou une réalité historique ? Il est impossible de le prouver définitivement. Mais que ce soit vrai ou faux, cette image traduit parfaitement la perception que le monde a eue de Charles IX. Un roi qui, au lieu de protéger son peuple, est devenu son bourreau. Pendant les premiers jours du massacre, la communication officielle de la cour fut chaotique. Dans un premier temps, le roi tenta de faire porter la responsabilité des troubles au seul Guise, prétendant qu'il s'agissait d'une simple vendetta privée qui avait dégénéré. Il envoya des lettres aux gouverneurs des provinces, leur assurant que l'édit de pacification était maintenu et qu'il fallait protéger les protestants. Mais cette version n'était pas tenable. Le massacre était trop massif, trop organisé, l'implication des troupes royales trop évidente. Le 26 août
2 jours après le début de la tuerie, Charles IX changea radicalement de discours. Il se rendit en grande pompe au Parlement de Paris et, dans une séance solennelle, il revendiqua la pleine responsabilité de l'événement. Il déclara qu'il avait ordonné le massacre pour prévenir un maudit et exécrable complot fomenté par l'amiral de Coligny et ses complices pour assassiner toute la famille royale et s'emparer du pouvoir. Le meurtre de masse était ainsi transformé en un acte de salut public, une mesure de légitime défense de l'État. C'était un mensonge d'État monstrueux. Mais il permettait de donner une justification légale à l'injustifiable. La liquidation politique devenait une raison d'État. Cette déclaration eut des conséquences immédiates et terribles. En légitimant le massacre parisien, le roi donnait implicitement le feu vert à sa reproduction dans tout le royaume. Le crime n'était plus une sédition, mais un acte de loyauté envers la couronne. Pour les survivants huguenots, l'heure du choix avait sonné. Henri de Navarre et son cousin, le prince de Condé, les 2 plus hauts princes du sang de confession protestante, furent amenés devant le roi. Charles IX leur posa un ultimatum brutal. La messe, la mort ou la Bastille. Le choix était vite fait. Après une brève hésitation, tous 2 abjurèrent leur foi et se convertirent de force au catholicisme. Ils devinrent des prisonniers dorés à la cour, otages du roi, symbole vivant de la défaite du parti protestant. Leur conversion forcée était un acte de propagande majeur pour le pouvoir royal, censé prouver la supériorité de la foi catholique et la fin de l'hérésie. En réalité, ce ne fut qu'un répit. La contrainte ne peut jamais éteindre une conviction profonde. Dans l'ombre, la résistance commençait déjà à s'organiser, nourrie par le désir de vengeance et un sentiment de trahison absolue. L'état mental de Charles IX ne cessa de se détériorer après ces événements. Il était hanté par ce qu'il avait fait. Des témoins rapportent qu'il était sujet à des crises de sueur, des cauchemars où il voyait des flots de sang et les visages de ses victimes. Il avait beau se justifier en public, en privé, il était consumé par la culpabilité. Que de sang, que de meurtres autour de moi, aurait-il confié à son chirurgien Ambroise Paré, lui-même protestant et qu'il avait sauvé du massacre. Je ne sais où j'en suis. Comment tout cela finira-t-il ? Que deviendra ce pays ? Je suis perdu, je le sais bien. Le roi, qui avait voulu se montrer fort et impitoyable, était en réalité un homme brisé. Il avait libéré des forces qu'il ne pouvait plus contrôler, ni à l'extérieur dans son royaume, ni à l'intérieur de sa propre conscience. Il avait cru sauver sa couronne en sacrifiant une partie de son peuple, mais il n'avait réussi qu'à la souiller d'une tache de sang que l'histoire n'effacerait jamais. Le pouvoir absolu ne protège pas de la folie. Il en est souvent le plus court chemin. Charles IX, en autorisant le massacre, avait signé non seulement l'arrêt de mort de milliers de ses sujets, mais aussi, à terme, le sien. L'onde de choc du massacre parisien ne tarda pas à se propager au reste du royaume. Des messagers royaux partirent du Louvre dans les jours qui suivirent le 24 août, portant des ordres contradictoires. Certains, envoyés au tout début, ordonnaient de maintenir la paix et de protéger les Huguenots. Mais d'autres, expédiés après la justification officielle du roi, étaient beaucoup plus ambigus, voire encourageaient implicitement les autorités locales à suivre l'exemple de la capitale. Cette confusion, volontaire ou non, laissait le champ libre aux passions locales, aux gouverneurs zélés et aux foules fanatisées. La Saint-Barthélemy ne fut pas un événement unique et parisien. Elle fut une vague de terreur qui déferla sur une douzaine de villes françaises pendant plusieurs semaines, d'août à octobre. L'incendie allumé à Paris se propageait en province, trouvant partout de nouveaux foyers pour se nourrir. Le schéma était souvent le même. La nouvelle du massacre de Paris arrivait, amplifiée par la rumeur. Les extrémistes catholiques locaux, encouragés par cet exemple, prenaient les armes. Les autorités, qu'elles soient complices, dépassés ou simplement lâches, laissaient le faire ou participaient directement. La violence atteignit une intensité particulière dans les grandes villes où la coexistence entre catholiques et protestants était la plus tendue. À Orléans, le massacre commença le 26 août et dura plusieurs jours, faisant plus d'1 millier de victimes. Les corps furent jetés dans la Loire. À Lyon, grande cité marchande et intellectuelle, la tuerie éclata le 31 août. Les protestants furent arrêtés et emprisonnés, puis les assassins vinrent les chercher dans leurs cellules pour les exécuter. Le gouverneur Mandelot,
qui tentait de garder le contrôle, fut complètement débordé par la fureur populaire. On estime à près de 800 le nombre de morts. À Rouen, à Toulouse, à Bordeaux, les mêmes scènes d'horreur se répétèrent. Partout, le massacre prenait prétexte de la religion pour régler des comptes personnels, pour piller, pour assouvir les plus bas instincts. À chaque fois, c'était le même déchaînement de haine, la même chasse à l'homme, les mêmes cadavres jetés au fleuve. La France entière semblait prise d'une fièvre sanglante. Cependant, le pays ne sombra pas unanimement dans la barbarie. Il y eut des justes, des hommes qui, au péril de leur charge et de leur vie, refusèrent d'obéir aux ordres implicites de Paris. Leurs histoires sont des lueurs d'espoir dans une nuit de ténèbres. Le gouverneur de Bayonne, le vicomte d'Orthès, répondit au roi par une lettre devenue célèbre. « Sire, j'ai communiqué le commandement de votre majesté à ses fidèles habitants et gens de guerre de la garnison. Je n'y ai trouvé que bons citoyens et braves soldats, mais pas un bourreau. » Le comte de Tende, en Provence, refusa également de faire massacrer les protestants de sa province. L'évêque de Lisieux, Jean Hennuyer, s'opposa fermement à la tuerie en déclarant qu'il ne lisait pas dans l'Évangile que les pasteurs devaient à laisser verser le sang de leurs brebis, mais plutôt verser leur propre sang pour elles. Ces actes de courage et de désobéissance civique montrent que le choix existait. Le fanatisme n'était pas une fatalité. Il était possible de dire non à la barbarie. Mais ces exemples furent malheureusement trop rares pour enrayer la machine infernale. La Saint-Barthélemy provinciale révèle ainsi une France fracturée, non seulement entre catholiques et protestants, mais aussi au sein même du camp catholique, entre les extrémistes et les modérés, entre ceux qui obéissaient aveuglément au pouvoir et ceux qui écoutaient leur conscience. Ce fut une épreuve de vérité pour tout un pays. Le massacre n'était plus seulement un crime du roi, il était devenu un crime partagé, un péché collectif. Les routes de France se remplirent de fugitifs essayant de gagner les places fortes protestantes comme La Rochelle ou de passer la frontière vers Genève ou l'Angleterre. Ils étaient traqués comme des bêtes sauvages. Certains réussirent à s'échapper, emportant avec eux le récit de l'horreur. D'autres furent rattrapés et tués en chemin. Cette grande chasse à l'homme à travers tout le royaume transforma la France en un immense piège mortel pour des milliers de ses propres citoyens. La confiance entre les communautés était rompue pour des décennies. La guerre civile, que le mariage était censé empêcher, allait reprendre, mais avec un niveau de haine et de cruauté qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. La nuit de la Saint-Barthélemy a marqué la nation d'une cicatrice si profonde qu'elle est encore visible aujourd'hui. La nouvelle du massacre se répandit en Europe avec la vitesse des courriers diplomatiques et des réfugiés en fuite. La réaction du continent fut un miroir parfait de ces divisions religieuses et politiques. Ce qui était une tragédie innommable pour une moitié de l'Europe fut célébré comme un triomphe divin par l'autre. Le monde regarda la France s'embraser et choisit son camp, non pas en fonction de l'humanité, mais de la foi et de l'intérêt stratégique. Le cynisme politique et le fanatisme religieux se donnèrent la main pour applaudir ou condamner le plus grand massacre du siècle. C'était un tremblement de terre géopolitique qui redessinait les alliances et les lignes de faille du continent. L'ambassadeur de France à Londres, Lamotte Fénelon, dut affronter une reine Élisabeth Ier glaciale. Pour le recevoir, elle et toute sa cour s'étaient revêtues de deuil. Le silence qui l'accueillit au palais était plus assourdissant que n'importe quel cri de condamnation. Élisabeth exprima son horreur et son inquiétude, non seulement par compassion pour les victimes, mais aussi par calcul politique. L'Angleterre, principale nation protestante, se sentait menacée. Si le roi de France pouvait massacrer ses propres sujets protestants, que ne ferait-il pas aux alliés protestants de la France? Les relations franco-anglaises, laborieusement construites, étaient ruinées. Dans les pays protestants d'Allemagne et aux Pays-Bas, l'indignation fut la même. La France, qui avait parfois été une alliée contre la puissance des Habsbourg catholiques, devenait un ennemi mortel, un État paria dirigé par des tyrans sanguinaires. À l'inverse, dans les capitales de la contre-réforme catholique, la nouvelle fut accueillie avec une joie non dissimulée. À Madrid, le très austère et dévot roi d'Espagne, Philippe II, qui ne riait jamais en public, aurait, dit-on, éclaté de rire en apprenant la nouvelle. C'était pour lui une victoire inespérée. Son plus grand adversaire politique et idéologique, l'amiral de Coligny,
était mort. Le projet d'une intervention française en Flandre était anéanti. Le parti protestant français, qu'il considérait comme une cinquième colonne, était décapité. Pour lui, le massacre n'était pas un crime, mais un acte de piété et de saine politique. Il félicita chaleureusement Catherine de Médicis et Charles IX pour leur « sainte résolution ». Mais c'est à Rome que les célébrations atteignirent leur paroxysme. Lorsque le pape Grégoire XIII apprit la nouvelle, il la considéra comme un miracle. Il fit tirer le canon du château Saint-Ange, chanter un Te Deum solennel en signe de remerciement à Dieu et déclara un jubilé. Il fit frapper une médaille commémorative avec d'un côté son effigie et de l'autre un ange exterminateur frappant les hérétiques de son épée, avec l'inscription « Hugonotorum Strage », le massacre des Huguenots. Il commanda même au peintre Vasari une série de fresques pour la salle royale du Vatican représentant les différentes scènes du massacre. Pour l'Église catholique de l'époque, la Saint-Barthélemy n'était pas une atrocité, mais le juste châtiment de Dieu contre l'hérésie. Cette division radicale de l'Europe eut des conséquences durables. Le massacre alimenta la propagande des deux camps pendant des décennies. Pour les protestants, il devint la preuve ultime de la cruauté et de la perfidie du papisme. Les récits des survivants, les pamphlets, les gravures représentant les scènes d'horreur circulèrent dans toute l'Europe protestante, forgeant une image noire de la France catholique qui allait persister pendant des siècles. Pour les catholiques les plus zélés, il devint un modèle de ce qu'il fallait faire pour éradiquer l'hérésie. La France, elle, se retrouva diplomatiquement isolée. Elle avait perdu la confiance de ses alliés protestants sans pour autant gagner celle de l'Espagne, qui restait sa principale rivale. Catherine de Médicis avait cru renforcer la position de la France par un acte de force. Elle n'avait réussi qu'à l'affaiblir et à la déshonorer aux yeux du monde. La Saint-Barthélemy a démontré que dans l'arène internationale, la réputation morale d'un État est aussi une arme. En légitimant le massacre de ses propres citoyens, la couronne de France avait commis non seulement un crime, mais aussi une faute politique majeure. Le monde était face à un choix moral. Qu'est-ce qui vous semble le plus dangereux pour l'avenir de l'humanité ? Un fanatisme religieux sincère mais meurtrier, ou un cynisme politique froid qui utilise la religion comme un simple outil de pouvoir. Partagez votre opinion, elle est essentielle. Le coup porté au mouvement huguenot fut terrible. En l'espace de quelques semaines, il avait perdu la plupart de ses chefs militaires et politiques, des milliers de ses membres, et surtout, son innocence. L'idée qu'une coexistence pacifique avec les catholiques était possible, une idée incarnée par l'édit de pacification et le mariage royal, avait été noyée dans le sang. Pour les survivants, le monde avait changé. La méfiance avait laissé place à une haine inextinguible, la recherche du compromis à une certitude. Il n'y avait plus d'autre choix que de se battre ou de mourir. Les architectes du massacre pensaient avoir brisé le protestantisme français pour toujours. Ils avaient commis une erreur de calcul monumentale. Le massacre n'a pas tué le phénix. Il l'a fait renaître de ses cendres, plus fort, plus radical et plus déterminé que jamais. La tentative d'extermination totale a provoqué l'effet inverse. Elle a cimenté la communauté huguenote dans une résistance désespérée et héroïque. Du désespoir naquit une nouvelle force. La résistance s'organisa autour des places fortes protestantes du sud et de l'ouest de la France, comme La Rochelle, Montauban et Nîmes. Ces villes fermèrent leurs portes aux troupes royales et se préparèrent à une guerre à outrance. La 4e guerre de religion, déclenchée directement par le massacre, commença presque immédiatement. Le siège de La Rochelle, qui dura de février à juillet 1573, en fut l'épisode le plus marquant. La grande cité portuaire, soutenue par la mer et secrètement par les Anglais, opposa une résistance farouche à l'armée royale commandée par le duc d'Anjou, l'un des principaux instigateurs du massacre. Les assauts furent repoussés les uns après les autres, au prix de pertes énormes pour les assiégeants. Les Rochelais, animés par la foi du désespoir, préféraient mourir les armes à la main plutôt que de subir le sort des Parisiens. Finalement, le siège dut être levé, l'armée royale ayant échoué. C'était une victoire militaire et symbolique immense pour les protestants. Ils avaient montré au roi et au monde entier qu'ils n'étaient pas anéantis. Mais la transformation la plus profonde ne fut pas militaire, elle fut idéologique. La Saint-Barthélemy provoqua une véritable révolution dans la pensée politique protestante.
Jusque-là, les Huguenots avaient toujours affirmé leur loyauté envers le roi, prétendant se battre non pas contre lui, mais contre ses mauvais conseillers. Le massacre fit voler en éclats cette fiction. Le roi lui-même était devenu le tyran, le boucher de son peuple. Dans les mois et les années qui suivirent, une floraison de traités politiques, écrits par des penseurs que l'on nomma les monarchomaques, ceux qui combattent les monarques, vit le jour. Des œuvres comme la Franco-Gallia de François Hauttmann ou le Du droit des magistrats de Théodore de Bèze développèrent une idée radicalement nouvelle. Le pouvoir d'un roi n'est pas absolu, il est contractuel. Le roi est lié par un contrat avec son peuple, et s'il viole ce contrat, s'il devient un tyran qui tue ses sujets au lieu de les protéger, alors le peuple a non seulement le droit, mais le devoir de lui résister, voire de le déposer. C'était la naissance de la théorie moderne du droit à la Révolution. Le sang des martyrs de la Saint-Barthélemy fertilisait le sol d'où allaient germer les idées de liberté politique. Les chefs survivants incarnèrent cette nouvelle résistance. Henri de Navarre et le prince de Condé, retenus prisonniers à la cour et forcés de pratiquer un catholicisme de façade, ne cherchaient qu'une occasion de s'enfuir. Condé y parvint le premier. Puis en février 1576, ce fut au tour d'Henri de Navarre. Son évasion fut un chef-d'œuvre de ruse. Il s'échappa de la cour, abjura immédiatement le catholicisme qui lui avait été imposé et prit la tête des armées protestantes. Le jeune homme qui avait survécu au massacre dans les bras de sa femme était devenu un chef de guerre aguerri, déterminé à venger les siens et à reconquérir ses droits. Le parti protestant avait de nouveau un leader de sang royal, un candidat légitime au trône de France. La tentative de décapitation avait échoué. Une nouvelle tête, plus forte et plus politique, avait repoussé. La guerre civile allait pouvoir reprendre, mais elle avait changé de nature. Ce n'était plus seulement un conflit religieux. C'était devenu une guerre pour la survie, une lutte pour la liberté de conscience et une remise en cause fondamentale de la nature du pouvoir royal. La Saint-Barthélemy, conçue pour établir un ordre absolu, avait engendré le germe de la Révolution. La violence, comme un boomerang, revient toujours frapper celui qui l'a lancée. Les architectes de la Saint-Barthélemy, Catherine de Médicis et ses fils, pensaient avoir réalisé un coup de maître politique, consolidant le pouvoir des Valois pour des générations. Ils venaient en réalité de signer l'arrêt de mort de leur propre dynastie. Une sorte de malédiction sembla s'abattre sur la famille royale, une chaîne de catastrophes, de morts prématurées et de châtiments politiques qui ressemblaient à une vengeance du destin. Le premier à payer fut le roi lui-même. Charles IX ne se remit jamais du massacre. Rongé par la culpabilité et la paranoïa, sa santé déjà fragile se dégrada rapidement. Il mourut moins de 2 ans plus tard, le 30 mai 1574, à l'âge de 23 ans seulement. La cause officielle de sa mort est une tuberculose pleurale, mais les légendes nourries par l'horreur de son règne parlent d'une mort bien plus terrible. On raconta qu'il était mort d'une sueur de sang, une maladie rare où le sang suinte par les pores de la peau, comme s'il était noyé dans le sang qu'il avait fait verser. Tourmenté par les fantômes de ses victimes, il aurait expiré dans d'atroces souffrances, criant à sa nourrice « Ah, ma nourrice, mon ami, que de sang et que de meurtre! Ah, quel mauvais conseil j'ai suivi! Oh mon Dieu, pardonne-moi !» La fin de son règne fut à l'image de son crime, sanglante et misérable. Son frère, le duc d'Anjou, qui se trouvait alors en Pologne dont il venait d'être élu roi, lui succéda sous le nom d'Henri III. Il était l'un des principaux planificateurs du massacre, bien plus impliqué et décidé que son frère aîné. Il rentra en France pour hériter d'un royaume ingouvernable, ravagé par une guerre civile que la Saint-Barthélemy avait rendue inexpiable. Son règne fut une longue agonie, une descente aux enfers politiques. Il se retrouva pris en étau entre les protestants, menés par Henri de Navarre, et la Ligue catholique, un parti extrémiste financé par l'Espagne et dirigé par son ancien complice du massacre, le duc Henri de Guise. Ce fut la fameuse guerre des 3 Henri. Henri de Guise, devenu l'idole de Paris, était devenu plus puissant que le roi lui-même. Se sentant menacé, Henri III utilisa la méthode qu'il connaissait le mieux, celle de la Saint-Barthélemy. L'assassinat politique. En 1588, il fit tuer le duc de Guise et son frère le cardinal de Lorraine au château de Blois.
Il pensait avoir éliminé ses rivaux. Il ne fit que sceller son propre destin. La nouvelle de l'assassinat des Guises provoqua un soulèvement de Paris et de toutes les régions tenues par la Ligue. Le roi devint un paria pour la majorité catholique de son royaume. Il fut forcé de fuir sa capitale et de s'allier avec celui qu'il avait tenté de faire tuer 16 ans plus tôt, le protestant Henri de Navarre. L'ironie du sort était totale. Les deux survivants du massacre, le bourreau et la victime désignée, se retrouvaient alliés contre le fanatisme qu'ils avaient, chacun à leur manière, contribué à déchaîner. Mais la malédiction des Valois n'avait pas dit son dernier mot. Le 1er août 1589, alors qu'il assiégeait Paris avec son nouvel allié, Henri III fut poignardé par un jeune moine dominicain fanatique, Jacques Clément, qui voulait venger le duc de Guise. Le roi mourut le lendemain de ses blessures. Avec lui s'éteignait la dynastie des Valois qui avait régné sur la France pendant plus de 2 siècles et demi. La boucle était bouclée. La violence s'était retournée contre ses auteurs. L'assassinat politique, érigé en système de gouvernement, avait fini par tuer le roi lui-même. Catherine de Médicis, la grande inspiratrice de cette politique, assista à l'effondrement de tout ce qu'elle avait tenté de construire. Elle mourut quelques mois avant l'assassinat de son fils Henri III en janvier 1589. Elle vit son fils chassé de sa capitale, le royaume plus divisé que jamais, et la dynastie des Valois sans héritier direct. L'œuvre de sa vie était en ruine. Elle qui avait sacrifié la morale à la raison d'État pour assurer la pérennité de sa lignée, voyait cette même lignée s'éteindre dans le sang et le déshonneur. La malédiction de la Saint-Barthélemy n'était pas mystique, elle était purement politique et logique. En déclenchant une violence d'une telle ampleur, les Valois avaient détruit le pacte de confiance entre le roi et son peuple. Ils avaient légitimé l'idée que la force et la trahison étaient des outils valables en politique. Leurs ennemis n'ont fait que retourner contre eux les armes qu'ils avaient eux-mêmes forgées. La dynastie qui avait semé le vent du massacre a récolté la tempête de l'assassinat et de l'extinction. Par une ironie suprême de l'histoire, la couronne de France revenait de droit à l'homme qui aurait dû être l'une des premières victimes de la Saint-Barthélemy, le protestant Henri de Navarre. Le survivant du Louvre devenait l'héritier légitime du trône. Mais la France n'était pas prête à accepter un roi hérétique. Il lui fallut encore près de 10 ans de guerre et de négociations pour conquérir son propre royaume. Finalement, comprenant que la paix ne pourrait être atteinte que par un compromis, il prit une décision pragmatique et spectaculaire. En 1593, il abjura une seconde fois le protestantisme et se convertit au catholicisme, prononçant, selon la légende, la phrase qui résume tout le cynisme et la sagesse politique. Paris vaut bien une messe. Devenu le roi Henri IV, il put enfin entrer dans sa capitale et commencer le long travail de reconstruction d'un pays dévasté par 30 ans de guerre de religion. La Saint-Barthélemy avait commencé par un mariage censé unir le royaume. Elle se terminait par une conversion qui permit enfin de le pacifier. L'acte fondateur du nouveau règne fut l'édit de Nantes, promulgué en 1598. Ce texte révolutionnaire accordait aux protestants la liberté de conscience partout dans le royaume et la liberté de culte dans un grand nombre de lieux. Il leur garantissait également l'égalité civile avec les catholiques et des places de sûreté militaire. C'était la première fois en Europe qu'un État reconnaissait officiellement et durablement la coexistence de 2 religions. L'édit de Nantes n'était pas un édit de tolérance au sens moderne du terme. Il était un édit de pacification, un armistice, une reconnaissance du fait que la France ne pouvait survivre qu'en acceptant sa diversité religieuse. Il était le fruit amer des leçons de la Saint-Barthélemy. La tragédie avait enseigné aux Français dans la douleur que la tentative d'imposer une foi unique par la force ne menait qu'à la ruine et au chaos. La tolérance n'était pas née d'un idéal philosophique, mais de l'épuisement de la haine. Il a fallu que des dizaines de milliers de personnes meurent pour que cette simple vérité soit comprise. La nuit de la Saint-Barthélemy est ainsi devenue un traumatisme fondateur dans la mémoire collective française. Elle est le symbole absolu du fanatisme religieux, de la perfidie politique et de la guerre civile. Son souvenir a hanté les siècles suivants. Les philosophes des Lumières, comme Voltaire, s'en sont servis pour dénoncer l'intolérance de l'Église. Les révolutionnaires de 1789, en instaurant la liberté de conscience et en séparant l'Église de l'État,
avaient en tête le souvenir de ce massacre, cherchant à construire une France où une telle tragédie ne pourrait plus jamais se reproduire. La laïcité française, ce principe si particulier de neutralité de l'État en matière de religion, est en partie une réponse institutionnelle à la Saint-Barthélemy. C'est la promesse que jamais plus l'État ne prendra parti dans une guerre de religion, et que jamais plus des citoyens ne seront tués au nom de Dieu avec la bénédiction du pouvoir. La leçon de cette nuit sanglante est universelle et intemporelle. Elle nous avertit du danger mortel de la déshumanisation de l'autre, de la rhétorique de la haine qui transforme un voisin en un ennemi à abattre. Elle nous montre la fragilité de la paix civile et la rapidité avec laquelle une société peut basculer dans la barbarie lorsque les passions sont manipulées par le pouvoir. Les architectes du massacre croyaient sauver l'État en exterminant ce qu'ils considéraient comme une tumeur. Ils étaient le convaincus de leur bon droit. Mais où se situe la frontière entre la défense des intérêts de l'État et le terrorisme d'État? Dites-nous ce que vous choisiriez pour notre monde. Un ordre brutal construit sur le sang des dissidents ou une liberté risquée qui pourrait parfois mener au chaos? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Il est important de savoir de quel côté de l'histoire vous vous tenez.